Alors l'allemand, c'est aussi parce que ce docteur était vraiment allemand, tel que je l'ai connu moi, et qu'il y avait en 14 un cirque dans le Lot-et-Garonne. Qu'est-ce qui se passe quand la guerre éclate? Évidemment, tout le monde prend son carnet militaire, mais j'imagine pas le docteur remonter vers le porcelain et laisser les faux. Donc il a dû bien en faire quelque chose. Donc moi j'invente cette partie-là, où il va dans cette maison avec ses 5 faux. Et dans un premier temps, il rassure un peu sur le village en bas. Puis dans un deuxième temps, on se dit, mais quand même, c'est un client, il mange 8 kilos de viande par jour. Qu'est-ce qu'il va leur donner à manger? Sachant qu'on commence, au fil de l'acquisition, à plus avoir de viande. Donc ça permet aussi de parler du dompteur et du rapport des dompteurs avec ses faux. C'est pour ça, je ne sais pas comment je fais pour rentrer tout ça là-dedans. Et en tout cas, c'est la première fois dans votre œuvre, hein, c'est pour ça que je disais bien, je pense bien que c'est votre 11e roman, parce que c'est votre 11e roman, mais c'est le premier qui est dans un contexte, entre guillemets, historique. Les autres étaient, à l'époque actuelle, dans des villes, des sociétés, etc., qui sont les nôtres. Là, c'est un siècle précédemment, alors un siècle c'est hier, c'est quand même il y a un siècle. Comment est-ce qu'après 10 romans ancrés dans le temps présent, comment est-ce qu'on met ses mots, son rythme, son temps, ses personnages, ça change quoi en termes justement de conception de personnages, de dialogue éventuellement, de le mettre un siècle avant? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, ce que m'a apporté, je suppose, une documentation un peu féroce, quand même, pour être juste et cohérent, et ne pas faire rentrer un personnage en 14 le soir, il allumait la télé. Ou même retrouver, oui, alors l'électricité, à partir de quand revenir aux bougies, parce qu'il y a un moment où on fait de pétrole pour les lampes, enfin bon, tout ça. Mais ça, c'est intéressant à faire. Simplement, c'était pour coïncider avec cette maison, encore une fois. Cette maison, parfois, quand j'y suis, je me dis, mais qui était en 1900 ouais. Sachant que je peux retrouver la pierre d'évier qui est la même, certaines choses, la cheminée qui est la même. C'est-à-dire qu'il y a une forme de temps aussi là qui s'est arrêtée. Là. Il y a une télé qui a été rajoutée, pas le téléphone, parce qu'il y a une maison où il n'y a pas de téléphone. Il y a l'électricité, je vous rassure. Mais pour le reste, le simple fait d'y être et d'y vivre, en hiver, hein, surtout, c'est censé. C'est se transporter quasiment un siècle en avant. Donc ça, voilà, c'est du contemporain, c'est ces maisons-là. Alors ces maisons-là, peut-être qu'il y en a plus dans le Lot et en Ardèche, ou dans, enfin, je sais pas. Oui, il y a des maisons comme ça un peu intactes et qui ne sont pas nécessairement intéressantes pour en faire des gîtes, des Airbnb. Les Airbnb, il faut qu'il y ait Internet, il faut qu'il y ait la piscine. Donc, bon, bah là, c'est un peu en dehors de... Pardon. Ah. Alors, pourtant, on parle bien en face de Nico et la faire du temps. Ah, bah, on va reprendre depuis le début, alors. Est-ce que le régisseur... Mais non, mais ça se fait à la table de régie qui est au fond, c'est tout ça. Cela se fait à la table de régie qui est au fond, madame. Donc, il n'y a pas, les réglages ne sont pas sur la bible. Nous, il faudra juste qu'on parle un peu plus fort comme ça, mais enfin, c'est... Mais vous savez, en fait, moi, là où je suis le plus audible, c'est quand même quand j'ai écrit. Mais qui rassure. Ah, oui. Donc, écrivez. Non, je veux dire, quand j'écris dans le livre, parce que écrire un livre, c'est quand même, en tout cas pour moi, après je ne sais pas comment travaillent les autres, mais enfin c'est surtout réécrire hein, de façon presque maladive. Quoi. Je pense que la plupart des paragraphes, je les ai réécrits au moins 100 fois, mais c'est aussi un plaisir de trouver le ton juste et de dire précisément la chose, quoi. Parce qu'au moins vous aurez compris ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de thèmes abordés et de personnages. Donc il faut qu'à tout moment ça soit simple et apparent, quoi. Parce qu'il y a le dompteur, on a parlé, il y a Joséphine aussi, on aurait pu parler de Joséphine.
On peut parler de Lise, la femme de Franck. 1914, Franck, 2010. Pardon? Oui, alors le maire et puis le professeur, l'instituteur. Je ne sais pas comment tout ça tient là-dedans. Enfin, en tout cas, ça tient bien parce que donc, on a vu l'alternance des chapitres. Ce qui est très sensible aussi, c'est la qualité des transitions. Parce que pour faire une suite d'un chapitre qui se passe en 1914 et démarrer après le chapitre suivant qui se passera donc en 2017, là je vois, j'ai noté sur ma fiche de lecture qu'on a de nombreux chapitres donc, de 1914 qui se finissent dont la dernière phrase ou la dernière sensation, c'est l'idée de guerre, l'idée de massacre ou l'idée de sang. Et comme par hasard, souvent, la première ligne du chapitre suivant, qui sera donc en 2017, commence sur l'idée de paix ou de pacification, choses comme ça. Donc, là, je ne suis pas étonné quand vous dites que vous l'avez écrit 100 fois, parce que pour qu'il y ait des transitions pareilles, c'est-à-dire des qualités de charnière pareilles, c'est dire effectivement que c'est maintes et maintes fois remis sur le métier, comme dit l'autre. Ah oui, ah bah merci de me le dire. Mais oui, parce que c'est vrai. Moi, je le fais. Après, je ne sais pas si tout le monde le voit ou pas, mais c'est pas grave. C'est un peu comme la marqueterie ou comme oui, voilà. Écrire, c'est un artisanat. Moi, je le vois comme ça. Je suis un artisan et je vois travailler des artisans. Il y a une forme de patience, de méticulosité. C'est un assemblage, quoi. Et après, il y a des choses qui sont apparentes ou pas. Mais le chapitre en 14 et le chapitre aujourd'hui, je voulais qu'à tout moment, ça se réponde. Soit par un rugissement qu'on fait là, dans la nuit, et hop, on trouve un merle qui chante le matin en 14. Enfin, aujourd'hui, ça se répond comme ça. Ce ne sont pas des flashbacks. C'est un processus différent que j'avais expérimenté en adaptant le roman de Tatiana Dronet. Elle s'appelait Sarah, où il y avait deux histoires comme ça. On travaillait sur la Deuxième Guerre mondiale. Et à chaque fois, c'est un flashback, c'est-à-dire, il se passe ça aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé ça avant. Bon. Donc là, je voulais que ça résonne simplement. Une façon un peu... après, voilà. On n'est pas obligé de tout voir dans un roman. J'ai vu quelqu'un ce matin, on a signé un peu, pas longtemps, qui m'a dit l'avoir lu en 2 jours. Ah, bah oui. Moi, j'ai mis 3 ans pour l'écrire. Là, c'est un compliment. Non, mais parce que j'ai eu aussi, enfin ça c'était à Besançon, quelqu'un qui m'a dit... septembre 2018. Oui, non, mais j'y suis retourné depuis, c'était en janvier. Qui m'a dit, je l'ai acheté en septembre. J'en suis à la moitié. 5 mois. Tout se passe bien. Mais il est arrivé quelquefois, ce livre en l'occurrence, on me dit d'avoir lu vite. Quoi. Et ça, je ne sais pas si c'est possible. Moi, de toute façon, je ne peux pas le relire. Moi, parce que je vais trouver trop de choses qui ne vont pas. Mais c'est quand même un peu le projet. C'est-à-dire, moi, je veux attraper le lecteur. J'écris en pensant au lecteur. J'écris pas uniquement pour moi. Donc je veux attraper le lecteur et qu'il soit presque obligé de... Oui, c'est comme une sorte d'aspiration. Quand il fait très chaud, vous buvez une boisson, un thé frais, vous avez envie de continuer. Quand il fait très froid, vous avez un thé chaud, vous avez envie de... Enfin bon, voilà, il y a quelque chose de... Je ne sais pas si l'image est pertinente, mais enfin, j'ai envie d'attraper le lecteur. Bon, ben ça marche pas. Mais pour ça, penser au lecteur quand on écrit, je ne sais pas si c'est bien, si c'est comme ça. C'est pour ça que ça me permet de faire des fausses pistes. Je dis, tiens, il va se passer ça. Je suis sûr que le lecteur va penser qu'il se passe ça. Et en fait, j'arrête là-dessus le soir et je me dis, bon, il faut que je trouve autre chose, parce que tout le monde s'attend à ce qu'il se passe ça, y compris moi, donc ça serait mieux que ça se passe autre chose. Mais quoi? Alors là parce que là, c'est intéressant aussi pour ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Il faut que ça soit un suspense pour l'auteur quand il écrit. Sinon, si on s'ennuie quand on écrit, ça risque de se ressentir. Ou si c'est trop prévisible. Oui, je sais. Ah, jamais, ben non. Sinon, je ne l'écrirais pas. Je l'écris pour savoir la fin. Mais c'est quand même un peu vertigineux. Enfin, non, parfois ça peut être angoissant.
Surtout pour celui-là, parce qu'en fait, il y a deux histoires. Donc, on pourrait dire que ce sont deux romans qu'il fallait conclure l'un et l'autre, et d'une façon, si possible, cohérente pour les deux. Enfin, longtemps, je me suis dit, il n'y a pas de suite possible. Mais bon, ben, je ferai comme ça, il n'y aura pas de suite, on va me le reprocher. Mais je ne vois pas comment on peut faire. Et c'est un peu in extremis que j'ai eu cette... Enfin bon, pas spectaculaire non plus, hein. Mais enfin, j'ai eu cette idée-là de rapprocher les deux histoires et de les conclure l'une et l'autre. Mais c'est un peu comme dans la vie, on ne sait pas ce qui nous attend. Oui, c'est un peu pareil. Il y a des auteurs qui ont besoin d'avoir un plan, tout ça. Moi, je suis incapable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions parmi vous, madame Monsieur? Je pense qu'apparemment, son micro, ça... Ça va comment vous écrivez? Est-ce que vous êtes vraiment le matin, c'est plutôt le soir? C'est à n'importe quel moment quand vous avez une idée fulgurante? Comment ça se passe l'écriture? Non, mais l'écriture, moi, je suis dedans, enfin, immergé en permanence, comme un pompier bénévole, on va dire. Je suis mobilisable à tout moment. Et écrire un roman, c'est aussi y penser. C'est un peu une double vie, un roman. C'est un peu comme une double vie, donc on y pense tout le temps, même quand on est... Ouais, tiens, on pourrait faire ça, voilà. Et après, il y a des phases, effectivement, plutôt l'après-midi et le soir. Les auteurs écrivent toujours le matin, je crois. Peut-être qu'ils ont un réveil. Et moi, je trouve ça plus intéressant le soir, parce que le soir, j'ai le sentiment que déjà il y en a 20 millions qui regardent la télé, je crois. Il doit bien y avoir 1 ou 2 millions qui lisent, d'autres qui sont au cinéma, au théâtre ou au bistrot en train de s'alcooliser. Enfin, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que tout le monde part un peu dans l'ailleurs. C'est une sorte de vague qui nous submerge tous, on est dans l'imaginaire. Je crois qu'il y a 24 millions de téléspectateurs, enfin de gens qui regardent la télé, ceux qui regardent les séries, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est-à-dire les matchs, pardon, c'est-à-dire qu'ils sont dans un imaginaire, ailleurs que dans leur vie. Bon, moi je profite de l'aspiration pour rejoindre le grand mouvement. C'est-à-dire que vous vous sentez plus seul, à la limite, quelque part, créativement parlant, le soir que la journée? Oui, parce que le soir on est un peu protégé, il fait nuit, enfin, il y a une configuration comme ça qui me semble plus favorable pour moi. Mais n'empêche que le matin, je peux plutôt essayer de justement relire, reprendre ce que j'ai écrit la veille. Comme je disais, c'est écrire, c'est réécrire. Et d'autres questions? Oui. Dans le secret? Allez-y. Comment on sait qu'on n'a plus besoin de réécrire? Oh, il y aura toujours, à mon avis, je trouverai encore. Mais bon, il y a un moment où il y a une sorte de fluidité quand même, enfin pour moi, qui m'apparaît. Je me dis, là ça tient, là ça tient. Parce que parfois, il y a vraiment des moments où on sent que ça ne tient pas. On a décrit une scène et puis il y a un dialogue qui s'engage et on ne sait plus qui parle. C'est lui qui a dit ça ou c'est elle? Donc il faut que tout soit bien, au moins clair, et puis ce qui n'est pas clair, c'est fait exprès. Donc ça, c'est arriver à le reprendre au début, et bizarrement, on a oublié comment ça s'enchaîne. Enfin, moi quand je relis, je redécouvre. Oui, ça, donc soit c'est surprenant, soit ça ne l'est pas. Enfin, il y a un moment, c'est... Et puis après, il y a un éditeur. Moi, je suis chez Flammarion avec une éditrice qui s'appelle Alix Ponant, qui est quelqu'un qui bosse d'une façon, d'ailleurs, un peu trop forte. Je pense que c'est quelqu'un qui va le vérifier un peu d'ici quelques années, parce que ça se voit à recevoir des mails à 3h du matin, enfin, je vois l'heure, à 3h du matin, etc. C'est quelqu'un qui bosse d'une façon avide, et il y a un moment, ce regard-là, de l'éditrice, d'un seul coup, j'ai un interlocuteur pour parler de ce texte, parce que moi, je ne montre rien à personne. Personne ne sait ce que je suis en train d'écrire. Donc, pour la première fois, il y a un regard autre, et ça permet de voir si ça passe, si ça marche. Et puis, ce qui n'est pas compréhensible, elle va le soulever. Donc
l'éditeur, c'est quelqu'un. C'est pas évident d'être un bon éditeur. Je sais pas comment. Moi, je pourrais pas. C'est une abnégation, puis il faut un regard d'ensemble. C'est un métier difficile. Il n'y en a pas beaucoup, des bons éditeurs. Il y a beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs d'ailleurs. Il y a beaucoup plus d'auteurs que d'éditeurs. Parfois, il y a qui font les deux. Mais c'est pas forcément les meilleurs. Oh, ça, je sais pas, il faut statistiques. Oui, parce que bon, après, c'est une affaire un peu. Entre l'éditeur et l'auteur, c'est quelque chose. C'est un peu comme une histoire de. Comment dirais-je, d'amour. Enfin, en tout cas, on ne sait pas comment ça se passe. Même moi qui suis auteur, qui connais beaucoup d'auteurs, parce que j'aime bien faire des salons, je ne sais pas toujours comment ça se passe. Je sais plus souvent comment ça se passe avec leur mari ou leur femme qu'avec leur éditeur. C'est un territoire un peu. Parce qu'on n'a pas toujours envie de dire ah ben mon éditeur va tout faire refaire. Ce qui peut arriver, mais c'est pas valorisant. Ou alors mon éditeur, je ne sais même pas s'il va aller, mais c'est pas arrivé aussi. Donc moi je lui envoie le manuscrit toujours le 24 décembre vers 20h. Vous faites toujours un cadeau de Noël à votre éditrice? Depuis plusieurs livres, on est calé comme ça. Un an sur deux, vous fêtez Noël avec un manuscrit. Et donc je sais que si elle ne répond pas tout de suite, elle est occupée. Et là, ça me permet de mesurer l'intensité. C'est pervers parce qu'elle est en vacances souvent, avec les enfants. Mais bon, si au bout d'une semaine, j'ai pas de réponse, je me dis c'est normal. Et ben oui, mais parce que c'est ça. Nos livres, ils sont là en bibliothèque, en librairie. On n'est pas derrière tous les exemplaires. C'est à eux aussi de donner envie. Et après, quand quelqu'un lit un livre, quand on lit un livre, parfois on a envie de dire autour de soi, on lit ça parce que quand même, c'est au texte de travailler. Donc moi, l'éditrice, il faut que j'aille la chercher chez elle au plus intime de sa vie familiale pour essayer de la... Ça te parle ou pas? Juste une question technique. Ce sera la toute dernière. Pardon. Je voulais juste savoir avec quoi vous écriviez. Un stylo à plume, un stylo à bic, un crayon noir. Tout ce que je perds pas. Je perds beaucoup de stylos. Ça veut dire n'importe quoi en fait. Oui, il y a tout moment, partout, j'ai des notes partout. Mais parfois c'est intéressant de les retrouver. Il y a des notes sur une idée comme ça, et puis à certains moments, quand je suis un peu à sec, je vais refouiller dans mes notes, et peut-être, ça c'est une bonne idée, quand recommencer là-dessus. Et après, c'est sur l'ordinateur que je mets tout au propre, on va dire, parce que l'ordinateur permet d'avoir la même calibrage, quoi, et la même typographie, et ça permet d'avoir un recul un peu plus critique, parce qu'on voit un texte qui est presque imprimé. Donc là, il n'y a plus d'indulgence, c'est quand même. Mais l'ordinateur, je pense, c'est terrible pour moi, mais je suis très bordélique, et sans l'ordinateur, sans le traitement de texte, je ne serais toujours pas publié. Moi, j'ai commencé à écrire à 18 ans, même avant, et à envoyer des... Alors, ça tapait à la machine, mais quand je tapais à la machine, je ne mettais pas le numéro des pages. Non, mais j'ai une admiration, vraiment, pour mes aînés, enfin, pour les auteurs qui m'ont nourri et que je lisais, mais aussi simplement pour cette dimension-là, parce que, d'ailleurs, quand on voit les manuscrits d'un tel ou un tel, la qualité de la calligraphie, ou le bordel chez Proust, enfin, comment on fait pour s'y retrouver, j'en dis